qui nous ont plongés dans cette crise et ceux qui n'ont pas su l'analyser. Et je me demande vraiment pourquoi on n'entend qu'un son de cloche, alors qu'il y a d'autres choses possibles apparemment, et qu'on est peut-être en train de fonder un avenir sur des analyses qui ne sont pas bonnes. Alors, ça parle de plusieurs sujets. Vas-y. Gilles Rabot, je suis militant ici à la Verrière depuis de longue date. Beaucoup me connaissent parce que je participe à plein de choses. Et à ce titre-là, moi aussi, j'ai quand même quelques ressentiments. Alors, moi aussi, j'ai écrit parce que sinon, je vais vous parler pendant 3 heures et c'est pas le lieu. Plus de 5 millions de chômeurs répartis en plusieurs catégories, sans compter ceux qui sont sortis des statistiques. Pourtant, depuis des années, la lutte contre le chômage est, paraît-il, la priorité de nos gouvernements. Alors, pour le combattre, il multiplie les aides aux entreprises. Eh bien, ça ne marche pas. Mais l'objectif réel de nos politiciens est-il vraiment de lutter pour le plein emploi? Ils pratiquent ce que l'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire faire baisser les coûts de production, ce que les patrons comprennent bien, en délocalisant en Chine, par exemple, en faisant travailler des plombiers polonais, ou en se délocalisant eux-mêmes en Suisse ou ailleurs. Tous ces milliards seraient mieux utilisés en améliorant les conditions de vie de l'ensemble des Français. Maintenant, ils nous parlent d'augmenter la croissance en favorisant les investissements par des crédits qui seraient pris où? Puisqu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'ils disent. Augmenter la croissance ne peut être réalisé que par une augmentation de la consommation en France. Une consommation autrement. Une consommation, bien sûr, par l'accroissement des salaires et des retraites. Mais une consommation qui n'est pas de la consommation je consomme. Une autre manière de vivre, une autre manière d'utiliser l'énergie, une autre manière de développer la culture pour tous et de permettre, comme l'a dit tout à l'heure Monique, que tous aient au moins un toit décent. Alors cette consommation, autrement, permettrait un redémarrage de nos entreprises que, bien sûr, il serait bien d'accompagner par des aides ciblées vers l'activité en France. C'est une politique de la demande et non plus une politique de l'offre. De l'argent pour faire cela, il y en a. Pour les banques, on en a trouvé, vous vous souvenez. Pour les crédits d'études et autres pactes de responsabilité pour le patronat, on en a trouvé. Pour que les Français vivent mieux, il n'y en a pas. Cette politique est compréhensible pour un Sarkozy et consorts. Pour un gouvernement dit de gauche, c'est difficile à accepter. Surtout après des discours de campagne comme au Bourget. Mon ennemi, c'est la banque, vous en savez tous. Aujourd'hui, le peuple de gauche ne croit plus en la démocratie représentative. À chaque fois, arrivés au pouvoir, les élus renient leurs promesses. Et c'est toujours vers les mêmes que vers l'argent. Résultat, le peuple de gauche se réfugie dans l'abstention et quelquefois dans le vote Le Pen. Une honte, un échec pour le gouvernement actuel. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et la classe dite moyenne se paupérise. Alors pour le peuple de gauche, il ne reste que la démocratie directe, mais ce n'est pas sans risque. Devons-nous refaire un mai 68 pour être enfin écoutés? Notre démarche de rassemblement alternatif, qui rassemble tous ceux qui veulent une vraie politique de gauche, se veut positive et républicaine. Elle peut permettre de se ressaisir. Tous ensemble, laissons nos égos derrière la porte. Et là, ici, il y a quand même pas mal de gens qui représentent les partis de gauche. Je crois qu'il faut qu'on essaye ensemble de travailler. Ou alors, peut-être,
devons-nous nous organiser en mouvement, comme Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce? Réagissons vite avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous parler des besoins des bénévoles, enfin des gens de la Verrière, je suis au Resto du Cœur, tous les ans, on a une augmentation de près de 10%. Et on l'a servi l'année dernière en saison d'hiver, en moyenne, 1050 repas par semaine. Et multiplié par 10 semaines, je sais vous rendre compte le taux de personnes qui ont besoin et des choses qu'on a besoin aussi. Parce qu'on a 25% moins de l'aide européenne et en plus on a une vingtaine de bénéficiaires qui faut servir. Donc on fait des collectes, des dons et c'est toute une infrastructure que les bénévoles ils se donnent pour la fête. Voilà, et je remercie aussi la municipalité de Verrières, parce que j'ai dit bien, on a eu un beau local maintenant, qui avant était vraiment compliqué, avec les gens qu'on reçoit. Nous, on a commencé les inscriptions, on a 73 familles à la règle. Donc on fait certainement plaisir à l'année dernière à Pharmacie en France. C'est au-dessus de l'idée. Donc c'est vrai que pour lui, il a mis un truc en place. Oui, ça a duré 1 an, on a la 30e saison. Et malheureusement, on n'en voit pas la fin et je ne sais pas comment. Voilà, tout ce que j'ai à dire. 4100 sur le réseau de bénévoles qui travaillent au quotidien pour. Il y a 6 000 habitants, il y a 120, 130 personnes au Resto du Cœur. Il n'y a pas que les Restos du Cœur derrière, il y a le Secours Populaire, il y a le Secours catholique, et eux aussi accordent des aides, vous imaginez la situation. À la derrière, c'est 22% des habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, qui d'autre avait prévu de parler? Pauline. Il y avait... Ah, Benoît. Bonsoir, donc, je suis Benoît, je suis éducateur en ITEP. En tant qu'éducateur, quand on commence à se faire violence avec les enfants, c'est qu'on a raté quelque chose. Je constate que l'État aujourd'hui fait des violences avec nous. Cet été, les manifestations pour la Palestine, toutes les ZAD, la violence est là. Ce qui m'inquiète, c'est que l'État aujourd'hui, c'est notre main gauche en fait, qui est là. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner quand la main droite sera au pouvoir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Attends, il y a Jean-Michel d'abord, Yvan après. Jean-Michel Jardin, simple citoyen de la Verrière. Moi, je voudrais que nos prestigieux invités nous parlent un peu des élections, de ce qu'ils en attendent. C'est-à-dire 2017, on n'entend parler que de ça. Est-ce qu'ils croient que des urnes en 2017 va sortir le candidat et les partis ou la bonne coalition qui, cette fois-ci, fera vraiment une politique de gauche? Parce que on en a déjà parlé ici. Là, en 80, Mitterrand est venu, en 83, marche arrière. Quand Jospin est venu, ça a été le plus grand programme de dénationalisation. Et là, bon, avec Hollande, bon, pas de commentaires, on ne va pas tirer sur les ambulances. Donc, qu'est-ce que la nouvelle coalition, si vous y croyez, qu'est-ce que le nouveau candidat qui va se présenter en 2017, ce prétendant de gauche, quelles vont être les nouvelles qualités qu'il va falloir que ces gens-là développent, la nouvelle façon d'être, qu'est-ce qui va pouvoir nous donner confiance qu'enfin, ils changeront quelque chose à la situation qu'on vit et dont le constat, il a déjà été fait avant ici, est catastrophique. Sinon, moi je me rappelle le vieux slogan de mai 68, élection trahison, et ça finissait, excusez-moi, piège à con. Alors moi j'ai une question verte envoyée par Madame Manque-de-Pau. Elles vont vraiment laisser à nos petits-enfants. Et vous, mes chers amis, vous allez vous faire pour comme Chirac, la maison brûle,
et un verre d'eau. Qu'allez-vous faire pour satisfaire la croissance, cette putain de croissance, seule capable à vos yeux, si j'ai bien compris, de créer des emplois? Mais vous savez bien, ou alors je me trompe, que l'objectif des grandes multinationales n'est pas de faire du social, mais d'abord et rien d'autre que la recherche effrénée du profit. Quitte à bousiller la planète, il ne s'en prive pas d'ailleurs. Le travailleuse, finalement, ne se justifie que pour ça, engraisser quelques malfaisants, quelques nuisibles, dirions-nous jusqu'à dire quelques criminels, parmi lesquels citons Monsanto, Total, Nestlé, sans oublier les autres qui n'ont pas démérité. Tous ces grands de la terre qui, eux et eux seuls, créent les richesses. On en arrive même à se demander pourquoi on travaille, puisque c'est eux qui créent les richesses et pas nous. Nous, on ne sert à rien. De temps en temps, on glisse un bulletin de vote ou pas dans l'urne, on rembourse la dette, une dette que nous n'avons pas faite, et on ferme sa gueule. Voilà. À nos escrocs nationaux, les paradis fiscaux, les capitaux de l'État français, à hauteur de combien cette année? C'est une question. Et combien de chômeurs au bout du bout? Et je ne compte pas les SDF, vous non plus d'ailleurs. Que préférez-vous? Arrêter le désastre économique ou sacrifier la planète sur l'autel du mondialisme triomphant? Est-ce que le mot décroissance est arrivé jusqu'à vous et le trouvez-vous ridicule? Merci de votre attention. Bonjour, alors moi je suis Khaled, je représente le collectif Alternativa Saint-Quentin-en-Yvelines. En fait, juste en un mot, en quelques mots, sinon Alternativa c'est quoi? En fait, c'est le fait de prendre le contre-pied d'une affirmation de Margaret Thatcher qui dit « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative au capitalisme et au libéralisme qu'on a aujourd'hui. Et en fait, Alternativa, justement, aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'il n'y a qu'une voie, une solution que le système nous impose, c'est la voie du capitalisme, c'est la voie du libéralisme, c'est la voie du productivisme. Et donc, par rapport à ça, en fait, Alternativa, c'est de prendre donc la chose à l'envers et de dire non, il y a des alternatives, il y a des solutions. Et notre première mission, c'est de casser la résignation. Parce qu'il y a plein de solutions qui existent partout, qui sont déjà mises en application, dans plein d'endroits, collectivement, localement, territorialement aussi. Et en fait, donc, par rapport aux problématiques, ça s'est construit par rapport aux problématiques du changement climatique, où, en gros, en fait, on a l'impression que c'est très loin ces questions-là. Dans un an, il va y avoir des décideurs qui vont tous se réunir, en fait, à Paris, plus exactement au projet, et qui vont certainement ne pas prendre vraiment de décisions sérieuses, parce qu'en fait, par rapport aux problématiques de changement climatique, les seules décisions qui sont prises, c'est des décisions qui prennent en fait encore plus de capitalisme, encore plus d'injustice sociale. Et donc en fait, Alternativa, c'est un mouvement qui est né donc, en octobre 2013 à Bayonne, et où il y a eu en fait une sorte de village des alternatives qui a été mis en place en plein centre de Bayonne. Il y a eu plein de choses intéressantes qui sont passées dedans. En fait, il faut imaginer en fait un quartier où il y aurait en fait plusieurs espaces thématiques par rapport aux problématiques de changement climatique et de justice sociale. Il faut le noter parce qu'il n'y a pas que les problèmes écologiques, il y a aussi les problèmes sociaux. Et là, c'est intéressant parce que quand on est dans ces problématiques-là, on pense par exemple aux AMAP, des choses comme ça, et ça reste quand même un cercle plutôt très fermé, très, très boboisé. Et Alternativa intègre aussi la réflexion sur comment décloisonner en fait ces choses-là pour faire en sorte que ça devienne plus populaire. Et donc le collectif Alternativa Saint-Quentin-en-Yvelines travaille là-dessus. Il aura lieu les 6 et 7 juin 2015 à La Verrière. Ça a été un choix du collectif parce qu'il y a une mairie très volontaire ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues donc, des milieux populaires. Et nous, on veut travailler ensemble justement à ce niveau-là pour trouver des solutions concrètes à mettre en place. On parlait par exemple tout à l'heure des problématiques d'austérité et d'économie. Il y a un groupe économie qui travaille justement sur les formes d'action de production alternatives, de financiarisation alternative. Il y a des systèmes coopératifs qui existent. Ils sont marginaux aujourd'hui. Pourquoi ne pas les renforcer encore plus? Par rapport aux problématiques démocratiques, il y a des expériences intéressantes qui se passent comme en Espagne, par exemple à Marina Leda,
où il y a une mairie qui a formé une coopérative municipale de production alimentaire et qui met en place des choses très intéressantes à ce niveau-là. Et il y a aussi des choses donc, localement qui sont faites aussi qu'on va valoriser et mettre en place pour communiquer avec tout le monde. Et en plus, ce festival donc, aura lieu dans l'espace public. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas parler qu'à des militants, mais parler en fait à des simples citoyens qui ont été complètement dépolitisés, pour justement leur montrer l'espoir qui existe pour eux et pour tous à ce niveau-là, et pour qu'eux-mêmes, ils renforcent ces alternatives et qu'ils se les approprient. Donc voilà, enfin, pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter. Merci. D'autres avaient prévu de prendre la parole? Après prévu. Ah, vous êtes alors après. Bonsoir à tous, je suis Rafik Zouida, je suis maire adjointe à la Verrière, mais je suis aussi ici en tant que citoyenne pour parler de nos jeunes. Alors j'entends tous les discours qu'il y a, effectivement on entend le mot austérité, on entend la hausse du chômage, les Restos du Cœur, il y a plus 10% malheureusement. On est à la Verrière 22% en dessous du seuil de pauvreté, des problèmes de logement, l'enrichissement des riches. Et ben, je me dis, nos jeunes aujourd'hui qui sont là, quand ils entendent ça, je peux comprendre qu'ils aient peur dans leur avenir. Et je me demande comment on peut leur donner confiance, parce que c'est quand même eux notre avenir. Et voilà, ma question c'est surtout ça, c'est pour eux. Je les trouve très démotivés. Ils ont beau faire des études, ils ont beau essayer de s'en sortir, ils comprennent que de toute façon, diplômés ou pas, de toute façon, ils n'auront pas de métier, enfin un métier qu'ils aimeront faire. Aujourd'hui, ils n'ont plus de choix. S'ils veulent faire un métier, il faut aller vers un métier où il y a des débouchés, ils ne peuvent pas avoir le choix de leur avenir. Donc, je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on en arrive là. Et bon, c'est un peu le constat de tout le monde. Donc j'aimerais qu'on ait des réponses sur l'avenir de nos jeunes. Merci. C'est pareil, donc il y a des témoignages là, qui se sont exprimés, des constats, oui, des remarques, des attentes. Peut-être qu'on a déjà un premier échange. Il faut bien que quelqu'un commence. Il faut que quelqu'un commence. C'est juste là. Ça s'appelle du bizutage, ça. Faites comme vous voulez. Ici, la parole est assez libre et assez tranquille. On n'est pas là pour piéger les uns les autres. On a vraiment une envie d'échange. Vous êtes dans une ville qui est à gauche depuis historiquement. C'est pas étonnant que s'exprime une tonalité, mais on est aussi des gens extrêmement volontaires, ouverts. Et sinon, on n'aurait pas constitué notre soirée. La parole est libre. Je vais relever ton défi. Bon, tout d'abord, je voudrais te remercier pour ton invitation, parce que c'est pas si courant que le maire d'une ville vous appelle pour vous dire voilà ce que j'ai envie de faire dans ma ville, est-ce que ça t'a envie de discuter au-delà de nos partis politiques et de nos convictions. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et je te remercie Alain, puis je remercie l'équipe municipale qui a choisi de faire ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la période pour justement nous permettre d'avancer. Dire aussi que ça a un sens quand même d'être là à la Verrière, parce que, comment dire, je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup de genre d'initiatives dans ce département. Moi qui suis élue régionale en charge du logement, et donc qui m'occupe beaucoup d'essayer de remettre du logement partout en Ile-de-France et de mettre de l'équité, je peux vous dire que j'ai fort affaire avec les Yvelines. Et je le dis parce qu'on a donné des éléments de ce qu'est cette ville en matière de logement, en matière de pauvreté, en matière également de mobilité, puisque c'est un débat qu'on a eu ensemble justement avec les contraintes que connaît la Verrière, que connaît toute ville. Et je le dis parce qu'en même temps, il y a des territoires des Yvelines qui sont très proches et qui, eux, ont connu un enrichissement ces dernières années. Et je pense qu'on est typiquement dans une histoire territoriale qui raconte beaucoup de choses de notre histoire actuelle. C'est-à-dire qu'au même moment où il y a des gens qui peuvent s'enfoncer dans la pauvreté ou qui n'arrivent pas à s'en sortir, on a aussi une partie de la population française qui vit très bien grâce à la rente immobilière, grâce à l'augmentation de la spéculation et des loyers, grâce aussi à une activité professionnelle qui est dans un domaine très florissant. Et je le dis parce que, en tant que
personne engagée au-delà de mes convictions politiques et de ma responsabilité politique. Je crois que c'est ça aussi la grande difficulté actuelle, c'est que je trouve qu'on oublie beaucoup actuellement dans le débat de dire d'une part quelle est la puissance économique de notre pays et aussi quelle est la part de la pauvreté dans notre pays. Si je vous dis ça, c'est parce que par exemple, alors peut-être aussi avec d'autres élus ici, parce qu'on est très confrontés à ça par nos engagements dans le logement, mais les dernières annonces qui ont été faites sur le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté, qui était, je crois, il y a à peu près un mois, quand il y avait les derniers chiffres, 8 millions de personnes avec une augmentation, objectivement, ça n'a pas été au cœur du débat politique, alors que ça devrait l'être. Certes, on parle du chômage, mais on ne parle pas du tout du fait de l'augmentation de la pauvreté, y compris du fait qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voyait moins il y a quelques années, une pauvreté qui s'est ancrée dans des familles sur 2, 3, 4 générations. Alors qu'il y a eu un moment dans notre histoire du pays où on a pu aussi inverser la donne. Et si je dis ça, c'est parce que, au-delà de la question qui est posée, qui est tout à fait légitime, hein, sur la confrontation des élus avec leurs engagements politiques et qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre quand ils sont en responsabilité, il faut aussi qu'on s'interroge, je pense, sur notre société actuelle et sur cette question-là, très importante. Alors, à partir de là, évidemment, je ne vais pas répondre à tout, mais 2-3 choses que j'aimerais dire. La première, c'est que pour moi, parce que tout à l'heure, plusieurs l'ont évoqué sur la question de la croissance, la question des revenus, la question de la crise, c'est que vous avez tous parlé de la gauche. Moi, j'aimerais mieux parler de la gauche et des écologistes, parce que les écologistes, c'est ma famille, et ici, j'ai quelques camarades qui sont présents. Et si je le dis, c'est parce que nous, écologistes, on a aussi une vision un peu différente de cette histoire politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui peut-être m'interroge le plus, c'est un discours qui est partagé et à gauche et à droite sur la croissance, sur le fait que ça ira mieux quand la croissance sera là. Moi, j'ai 40 ans, je suis née en 74, donc vous savez, l'histoire de la croissance, objectivement, je l'ai peu connue. Et vous parliez des jeunes qui ont peu d'avenir. Moi-même, même si je fais de la politique, j'ai déjà eu 5 métiers dans ma vie et j'ai 40 ans. Et c'est aussi une histoire il faut le dire, parce qu'il n'y a pas que la génération des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans qui s'interrogent. Il y a aussi des jeunes qui ont moins de 40 ans et qui vivent encore chez leurs parents. Et le problème, c'est que moi, je ne crois pas depuis longtemps à cette idée que ça ira mieux quand la croissance sera là. Je crois qu'un défi qui s'impose à nous, la gauche, et les écologistes dans leur ensemble, c'est comment est-ce qu'on crée de la richesse et comment est-ce qu'on crée de la solidarité et de l'égalité avec pas de croissance, avec pas de fruit de la croissance. Parce qu'en plus, est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez réadhérer à ce modèle de la croissance qui a existé et qui a eu des bienfaits aussi, mais qui en même temps était fondé sur le fait qu'on ruinait d'autres pays, parce que la croissance, elle s'est aussi fondée sur un pillage, notamment des colonies, sur une main-d'œuvre qui était exploitée, et le désastre environnemental et écologique, il est aussi là. Et je crois qu'aujourd'hui, pour moi en tout cas, s'interroger sur notre avenir, c'est aussi se demander comment est-ce qu'on peut se développer, répondre aux défis de la pauvreté, de la formation, de l'émancipation, sans piller ad vitam aeternam des territoires, sans avoir un impact irrémédiable sur la nature. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, ces questions environnementales et la question de l'écologie, elles sont en fait très liées à notre mode de développement. Et on ne peut plus faire l'autruche sur ces sujets-là. La question de la pollution de l'air, elle est très importante dans une métropole, enfin une région comme la nôtre. La question énergétique et la question de pourquoi est-ce qu'on devrait payer des factures pour d'énergie dans des immeubles où on n'arrive pas à se chauffer parce qu'en fait on chauffe l'air, hein, on chauffe quand même l'extérieur quand c'est mal isolé. Toutes ces questions-là sont sur la table et c'est pour ça que c'est ce défi-là, c'est un défi et idéologique et pratique. Je veux dire par là que aujourd'hui on est... beaucoup d'économistes interrogent les États occidentaux sur leur modèle économique et notamment sur cette question d'une économie qui serait moins destructive de la nature et qui serait sur un autre modèle que celui de la croissance exponentielle, mais il faut aussi se demander comment est-ce qu'on le met en acte. Et la réalité, c'est que c'est pas si simple. Et moi, je suis là pour vous dire, j'ai la solution et suivez-moi. Parce que la difficulté, c'est qu'on est dans un monde très complexe et face à des défis extrêmement difficiles. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Il y a notamment tout ce qui se développe aujourd'hui, d'une part sur l'économie collaborative, sociale et solidaire, enfin, il y a beaucoup de mots qui sont dits circulaires, mais aujourd'hui, il y a tout un gisement d'emploi local, qui n'exige pas obligatoirement des formations très qualifiantes, qui permettent aussi de remettre de l'activité. Et je vois aujourd'hui tout ce qui est, je m'excuse de parler de sujet pas très fun, mais la question des déchets. La question des déchets, c'est une question écologique, environnementale et d'emploi. Aujourd'hui, on peut créer de l'emploi en ayant une action sur le tri des déchets, sur la dépollution des terrains, sur tous ces sujets-là. À l'échelle francilienne, alors Clément l'explique moi, peut-être plus suivi ça que moi, mais on a fait tout un plan et il y a énormément de création d'emplois possibles. Et c'est évidemment, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est un sujet, de même qu'avec d'autres, on est ici très investi sur la question de l'isolation des logements pour agir sur les factures d'énergie, mais aussi sur faire baisser les émissions de gaz à effet de serre qu'émettent les bâtiments. Et bien, pour tout vous dire, ça crée énormément d'emplois localement. C'est un investissement. C'est un investissement lourd, sauf qu'à 5, 10, 20 ans, on récupère beaucoup d'argent. Et ça, c'est le second point que je voulais développer, c'est qu'aujourd'hui, la grande difficulté, je trouve, dans le débat politique national, c'est qu'on parle beaucoup à court terme et très peu d'ailleurs de politique d'investissement. C'est-à-dire que on nous parle de... Oui, parce que je feuilletais le journal tout à l'heure, je lisais... je ne sais pas parce que je veux le cibler, mais je lisais un extrait d'une interview de Michel Sapin qui disait mais en 2017, la dette sera réduite à moins de 3%. Comme si, et je me disais, comme si ça va changer quelque chose dans la vie quotidienne des gens. C'est pas, je veux pas mettre de côté le débat sur la dette. C'est un débat très important parce qu'on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures. Et moi, je ne suis pas partisane de dire qu'on s'en fout et qu'on laisse filer les choses. Mais on ne peut pas non plus se dire qu'une politique, elle se fonde sur juste une réduction de la dette. Et c'est ça la grande difficulté du moment, c'est qu'on a des injonctions sur des indicateurs économiques et qu'en même temps, on voit une pauvreté qui est plus forte actuellement et on a peu de réponses sociales. Et là-dessus, moi j'aimerais évidemment pouvoir en avancer. Nous en avançons, ça passe à mon avis par les politiques d'investissement et aussi accepter que l'on puisse faire évoluer les dépenses publiques, moi, je ne suis pas pour le statu quo. Aujourd'hui, je vous le dis, je pense qu'on peut aider certaines économies et pas d'autres. On peut arrêter d'aider les économies polluantes et qui délocalisent des emplois. On peut aider des économies qui sont plus locales, qui sont plus créatrices d'emplois. Ça vaut dans le cas des énergies. Passer des subventions à l'énergie nucléaire aux énergies renouvelables, c'est aussi créer plus d'emplois à terme dans un grand nombre de domaines. C'est aussi le cas pour les questions de l'agriculture, notamment des agricultures qui sont plus respectueuses de l'environnement. C'est le bio, ce qu'on appelle le raisonné, et ça peut créer évidemment aussi plus d'emplois parce que ça exige plus d'actions humaines pour produire tout cela. Je ne veux pas non plus parler trop, je veux simplement répondre sur une question parce qu'il y a une question sur les violences de l'État, la question de ce qui s'est exprimé évidemment à l'occasion d'une lutte qu'il y a eu au barrage de Sivins dans le Tarn, mais plus généralement une dureté qui s'exprime par rapport à des mouvements sociaux. Alors déjà ça c'est mon point de vue, il est ce qu'il est, parce qu'avant d'être responsable d'un parti politique, j'étais surtout militante associative. Moi, mon point de vue, c'est que la violence de l'État par rapport à ça, elle date pas d'il y a 3 ans. Hein. Je dois le redire, moi j'ai très mal vécu de 2002 à 2012, et la violence de l'État, elle s'est aussi exprimée très durement, et notamment, je me rappelle, à l'occasion de certains mouvements, notamment en 2003, et il y a eu un durcissement très très fort après les événements du 11 septembre. Moi, je le vois comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une contestation qui existe, qui est citoyenne, qui est plus locale, sur des grands projets d'infrastructure, ce qui se passe au barrage de Sivins-dans-le-Tarn, ce qui se passe à propos des décharges en Basse-Normandie à Nogent-le-Pin, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vrai qu'il y a une réponse extrêmement rude, beaucoup plus rude contre ces mouvements que contre les agriculteurs qui, quand même, brûlent un centre des impôts à Morlaix, et il n'y a pas eu une seule poursuite.